jury RTL Le Figaro LCI. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, face à Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Retour donc sur ce plateau avec Laurent Escure. Bonjour Laurent Escure, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fait connaître à la faveur de cette crise sociale. Vous êtes donc à la tête de l'UNSA, 6e syndicat en nombre d'adhérents, mais premier syndicat RATP et deuxième à la SNCF. Vous débattez donc face à la ministre du Travail. Laurent Escure, première question, parce qu'on a entendu la ministre du Travail en début d'émission appeler à la fin de la grève. Est-ce que vous appelez vos troupes à cesser le mouvement à la RATP, notamment puisque vous y êtes premier syndicat? Alors, nous, à l'UNSA, on n'était pas demandeurs de cette réforme. Le signe qui a été fait par le gouvernement, qui a permis un compromis sur les voies de l'équilibre en retirant l'âge pivot, donc je veux dire que ce n'est pas un retrait provisoire, puisque la lettre du Premier ministre, on l'a calibrée dans les échanges, était très claire. Il est dit dans le point 7 que cette mesure est retirée, qu'il avait toute confiance dans le compromis qu'on pouvait dégager entre gouvernement et organisations patronales et syndicats, que chacun devrait faire des efforts, mais également qu'à défaut, il prendrait ses responsabilités. Mais il y a une nuance, parce qu'il dit « Je prendrai mes responsabilités en m'inspirant sur les débats contenus dans la conférence et en prenant les mesures ». Et ce pluriel au mot « mesures » est important par rapport au risque que nous avions pointé d'avoir le scénario assurance chômage. Donc on a cet élément d'apaisement qui nous permet de discuter plus sereinement, à la fois de l'équilibre financier, mais également des compensations, des garanties. Alors vous allez en parler avec Mme, il va vous répondre, mais sur la grève, est-ce que ça veut dire pour autant, vous dites, c'est pas suffisant pour qu'on appelle à la fin du mouvement? L'UNSA a été à la fois dans des mobilisations pour créer du rapport de force, parce que, je reviens une seconde sur cet âge pivot, j'entends certains syndicats qui sont sur une grève totale et sur un rapport de force avec le tout ou rien, le retrait, dire dans la même phrase, à la fois ce retrait d'âge pivot, ce serait un enfumage, et le mettre au crédit de leur mobilisation. Donc il faudrait savoir si c'est une victoire ou si c'est un enfumage. Nous, on considère que c'est une avancée qui permet de discuter. Concernant la mobilisation, on a des secteurs à l'UNSA qui s'étaient mobilisés pour obtenir le respect de leur contrat social. C'est l'objectif à la RATP, à la SNCF. Un grand nombre d'avancées ont été obtenues. Maintenant, les salariés de ces entreprises sont en train de les regarder précisément. Et vous avez pu constater que le trafic dans ces entreprises est en train de s'améliorer, sans doute parce que les avancées UNSA que nous avions obtenues commencent à être comprises. Mais il reste encore des choses à travailler sur ce sujet, comme sur d'autres professions. Je pense notamment aux fonctionnaires territoriaux. Vous l'entendez, Muriel Pénicaud, Laurent Escure, que lui répondez-vous? Rien n'est acquis, semble dire... dit Laurent Escure. C'est que le début. Bonjour Laurent Escure. Bonjour Madame la Ministre. Et non, je crois que ce qui est clair, c'est qu'on est à une étape clé. Il y avait un compromis qui a apaisé, qui permet un dialogue maintenant constructif. Et maintenant, il y a beaucoup de solutions à améliorer ou à trouver sur le sujet de l'équilibre, mais aussi sur la pénibilité, sur le minimum contributif, sur l'emploi des seniors, sur la gestion des fins de carrière, sur les retraites progressives. On a beaucoup de choses à discuter. Ce n'est pas un point d'aboutissement. C'est un point de passage qui permet d'aller vers une sortie de crise, qui permet d'être dans un mode constructif ensemble, mais il y a encore beaucoup de boulot. Il y a quand même un âge d'équilibre, Laurent Escure, à terme. Est-ce que... Je vais revenir là-dessus. C'est pas rien. Dans la lettre du Premier ministre, il est dit qu'il y aura un âge d'équilibre, quoi qu'il arrive, après 2027. Là aussi, je veux lever l'ambiguïté. Il est dit qu'il y aurait dans le futur système de retraite, qui grâce à l'UNSA, épargne un certain nombre de générations, donc commencera pleinement qu'en 2037. Il est dit qu'en 2037, dans le futur système de retraite par points, il y aurait un âge d'équilibre. Mais je vous fais remarquer, sans autre précision, ni d'âge, ni de la façon. Mais je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, dans les régimes actuels, il y a un âge d'équilibre. Ça s'appelle les trimestres et les annuités. Et ces trimestres et les annuités peuvent varier, et la valeur des trimestres et des annuités peuvent varier. Donc la question de l'équilibre, y compris en lien avec l'âge, existe déjà, c'est pas une nouveauté. Donc vous êtes d'accord avec cet âge d'équilibre postérieur à 2027? Plus exactement. Qu'est-ce que c'est un âge d'équilibre? C'est un âge repère qui permet collectivement que le système soit financé, et qui est le repère par rapport à laquelle, alors on compte en points, on compte en cotisation, en années, on compte... de toute façon, il faut compter d'une façon. Tout le monde veut savoir quand est-ce qu'il pourra partir à la retraite. Donc la notion d'âge d'équilibre, elle n'est pas nouvelle. Ce qu'il faut, c'est que le système soit équilibré. Pas pour nous. Et puis que par contre, cet âge d'équilibre, il y a quand même de toute façon des exceptions, c'est très important. Ceux qui ont des métiers pénibles, qui ont fait des carrières longues, c'est normal qu'ils partent plutôt que les autres. Je suis désolée, mais un manutentionnaire, un couvreur... Je vous confirme qu'on y tient. J'y tiens aussi. Qui ne partent pas au même moment que un cadre, même si ça peut être pénible aussi. Mais enfin, ce n'est pas les mêmes conditions, notamment sur la santé. Eh bien, c'est normal qu'on ne parte pas
au même âge. Par contre, l'ensemble du système doit être équilibré. Et donc, il y a bien un âge d'équilibre du système pour ne pas pénaliser, j'ai aucune peine à dire que les plus jeunes. Pardon. Sur l'équilibre, j'ai aucune peine à dire que le système doit être équilibré. Et le compromis qu'on a trouvé pour trouver une solution pour discuter tient aussi à ça. Tout simplement parce qu'un régime par répartition, les 42 actuels qui vont durer jusqu'en 2037, le nouveau qui va commencer en 2022, ils devront être équilibrés. Sinon, on prend le risque d'une banqueroute et on tombe soit dans la capitalisation, soit pour certains qui réclament des recettes magiques fiscalisées, on tombe dans un système étatisé. Et moi, je ne veux pas que les retraites deviennent un système de protection sociale étatisée où les parlementaires, quelle que soit la majorité, voteraient chaque année le montant des pensions. Donc un système par répartition doit être équilibré, on n'a pas de peine à le dire, en revanche on veut que les efforts soient partagés, on a des propositions à faire que je peux avancer. Parce que la ministre dit, et le Premier ministre a dit, pas de baisse des pensions et pas d'augmentation des cotisations. Est-ce que vous êtes sur cette pas d'augmentation du coût du travail. Alors, il y a une nuance. Est-ce que vous êtes pour une augmentation des cotisations, Laurent Escure, et quelle proposition vous faites à Muriel Pénicaud? Je vais en faire plusieurs. D'abord, la trajectoire d'équilibre pour 2027, puisque c'est ça qui était la première étape. En cumulé, je crois que c'est un besoin de 46 milliards. En cumulé sur plusieurs années. On a un fonds de réserve qui n'est pas captif de 30 milliards. On peut prendre une partie pour cet équilibre dans ce fonds de réserve. On a dès 2024 une contribution sociale qui va s'éteindre, mais qu'on peut laisser, qui sera donc indolore, dont on voudrait que la majorité, 7 à 9 milliards, serve à financer la dépendance. Mais on pourrait prendre une partie de cette... Vous parlez de la CRDS. Exactement. De cette cotisation à hauteur de 1,5 milliard, ce qui sur plusieurs années permettrait d'avoir aussi un complément. On pourrait avoir des cotisations pour les très hauts revenus de 10 000 € par mois qui pourraient contribuer à, là aussi, un équilibre. On pourrait avoir, et on demande un geste des employeurs, j'en ai deux précisément. Alors juste, pardon, d'abord, Muriel Pénicaud, sur ces deux propositions, est-ce que vous êtes sur taxer davantage les salaires au-dessus de 10 000 € et laisser pérenniser la contribution de remboursement de la dette sociale pour récupérer cet argent en direction des retraites? Est-ce que très concrètement, vous dites oui? La discussion qui s'engage, elle montre une chose, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à débattre. C'est pour ça que 4 mois, ça va être intense, parce qu'il faut discuter tout ça, il faut simuler les effets, il faut simuler les avantages, les inconvénients, est-ce qu'il y a des gagnants, des perdants, combien ça rapporte. Mais vous ne dites pas non. Donc, sur ces deux items-là, au stade, alors on ne dit non. Qu'est-ce que vous dites à Laurent Escure? Parce que la discussion va démarrer dans 10 jours avec les organisations syndicales, patronales, le gouvernement et des experts. Et donc, il faut que ces discussions aient lieu. Et donc, il faut évidemment pas... ça serait, à mon avis, contre-productif pour moi de dire aujourd'hui oui, non, oui, non. Non, il faut travailler tout ça. Il n'y a rien qui l'exclut. Il n'y a rien d'exclu. Et comme je le disais, je suis sûr qu'il y aura un cocktail de mesures et pas une seule mesure. Tant mieux. Le mot cocktail, vous l'avez utilisé en décembre. Je suis ravi qu'il fasse Flores. Ça vient un peu tardivement pour vous, cette réponse sur un peu, mais je veux continuer sur les solutions. Laurent parce Escure, que nous, à l'UNSA, on veut être le syndicat, non pas le syndicat des problèmes, mais le syndicat des solutions. On le porte depuis longtemps. On a obtenu des avancées dès le 12 décembre. Malheureusement, il y a eu ce chiffon rouge de l'âge pivot, notamment sur la revalorisation des enseignants qui vont être pénalisés. On sait qu'on va avoir un plan de 10 milliards qui va permettre de revaloriser en plusieurs années de plusieurs centaines d'euros les enseignants qui est sur la table. On a des choses encore à gagner sur les fonctionnaires territoriaux. Je le disais, j'insiste, parce qu'il y a des élus politiques qui viennent faire des commentaires sur les retraites, mais qui sont aussi des employeurs dans leur collectivité. Et certains fonctionnaires à bas revenus dans les collectivités locales ne sont pas forcément très bien payés en primes et en indemnités. Mais on va, s'ils ne regardent pas dans leurs services avant les municipales, nous on va le faire pour regarder qui traite bien, notamment ceux qui ont des petits salaires. On a eu des solutions, là on en a d'autres que je veux pointer, et qui est en lien avec le début de votre émission. Côté patronal, on demande qu'il y ait un effort, peut-être en cotisation, indépendamment de la question du coût du travail, sans doute en cotisation, mais il y a un autre effort que le patronat peut faire. Avec l'aide du gouvernement, c'est sur les fins de carrière. Aujourd'hui, on a des personnes qui, à l'abord de la retraite, sont au chômage. Et finalement, on a un paradoxe, c'est qu'une partie de la pré-retraite est financée par l'assurance chômage. Donc on pourrait aussi avoir une bascule d'un certain nombre de financements avec un encouragement aux employeurs pour qu'ils maintiennent des salariés seniors dans l'emploi, ce qui ferait des cotisations qui permettraient l'équilibre financier et qui permettrait par ailleurs un partage d'expérience et de compétences pour des nouvelles générations. Alors là-dessus, Muriel Pénicaud vous répond. C'est à l'ordre du jour, effectivement, de notre discussion sur l'emploi des seniors qu'on reprend. On a commencé mardi dernier et on se revoit mardi là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale en France. On dit, voilà, il faut travailler plus, mais en gros, les deux catégories qui sont le plus exclues du marché du travail, c'est qui? Les jeunes et les seniors. C'est comme si, en gros, vous pouviez travailler entre 30 et 50 ans, mais avant, on vous dit, vous n'avez pas assez d'expérience, et après, vous en avez trop. Enfin, je caricature, mais c'est l'effet statistique. Alors, le taux de chômage des seniors est plus faible que la moyenne de la population, il est de 6%. Mais tout le monde peut le voir, et ça se retrouve dans le chômage de longue durée, que si vous arrivez au chômage après 55 ou 60 ans, c'est extrêmement difficile de retrouver un emploi. Donc il y a une vraie barrière au retour à l'emploi pour les seniors. Ça, c'est évidemment douloureux pour les personnes concernées. Ça les amène à être à l'assurance chômage, mais avec des revenus moindres, et finir finalement leur carrière d'une façon... Donc vous pouvez trouver un accord, un compromis. Et là, il y a de la marge de manœuvre, parce qu'effectivement, bizarrement, on ne le sait jamais, mais l'assurance chômage fait partie des caisses de pré-retraite dans ce pays, par effet, parce qu'on ne laisse pas tomber les gens. Mais je pense que, et j'ai vu que Geoffroy Roux de Bézieux ce matin le disait, qu'ils étaient prêts à bouger sur l'emploi des seniors. Je crois qu'il faut qu'on soit vigoureux là-dessus. Pourquoi? C'est pas simplement un sujet financier, mais je crois que les personnes expérimentées ont beaucoup à apporter aux entreprises, aux associations, dans les collectivités, partout. Et il faut que leurs valeurs soient reconnues. Alors, à vous entendre, et Laurence Curre, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêcherait, est-ce que vous avez des inquiétudes, qu'est-ce qui vous empêcherait de trouver un accord d'ici fin avril avec le gouvernement? Moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Aucune. J'avais proposé à la sortie de Matignon, avant que la lettre soit connue, que pour une fois, dans la tradition française, on ait cette culture de compromis, voire même qu'on ait une obligation de compromis, une obligation de résultat pour un compromis. Ça veut juste dire que les trois parties doivent faire des efforts et bouger. Et donc j'espère que tout le monde bougera dans le sens qu'on a indiqué. Qu'est-ce qui s'était passé sur l'assurance chômage? Nous posons la question. C'est pour ça qu'on voulait éviter ce scénario que je résume en disant on nous tend la main et en même temps on nous tord le bras. Donc on voulait éviter ce scénario et donc on a bien calé les éléments qui permettaient de déboucher sur ce compromis, de retrait de l'âge pivot et de trouver une conférence de financement où la discussion serait loyale. Donc on va y travailler. Si vous permettez, je voudrais dire un mot sur la pénibilité. Parce que on en a parlé rapidement, mais il y a des critères qui ne sont pas encore pris en compte et qui ne le sont que par réparation. Faut-il attendre que les gens soient à 10% d'incapacité pour qu'ils soient valorisés, donc cassés dans leur travail? Je vais prendre un exemple. Dans la manutention, c'est-à-dire les charges lourdes. On dit que c'est pas facile de le mesurer. On peut faire des choses dans les branches, on pourra en discuter, vous l'avez dit. Mais quand même, les déménageurs, quand on prend les métiers, les déménageurs, quotidiennement, ils déménagent pas que des petites boîtes de confetti ou des peluches. On sait que c'est un métier répétitif où ils portent des charges lourdes. J'ai moi-même, dans des jobs, quand j'étais étudiant, fait un travail pendant un mois à la Cernam, où sur un tapis roulant, on voit défiler des cartons de différents poids, de différentes tailles, et où on a des camions à côté de nous, où on a des numéros de département. C'est un métier qui est répétitif, fatigant. D'ailleurs, je salue le courage de ceux qui l'exercent. On pourrait dire que c'est pénible et qu'on pourrait trouver des compensations. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez exclu d'intégrer dans les 10 critères. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Sur les sujets de pénibilité qui sont très importants, parce que, je le disais encore une fois, l'aspiration légitime à partir plus tôt quand on a un métier qui a des effets négatifs sur votre santé, elle est plus que légitime, elle doit être protégée et même amplifiée dans le nouveau système. Il y a 3 sujets. Le premier, c'est la prévention. On n'est pas bon en France sur la prévention. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Les carreleurs, il y a des types de genouillères, d'équipements qui permettent d'éviter certains problèmes. La manutention, on peut avoir aussi système de ventouse qui permet que c'est pas le corps humain qui porte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des sujets d'équipement, de process, d'organisation du travail. Donc ça, c'est un dialogue qu'on a commencé avec patronat et syndicats. Il faut qu'on avance. La deuxième chose, c'est la possibilité de se reconvertir. Parce que oui, faire 10, 20 ans un métier pénible, c'est une chose. Le faire 40 ans, ça n'a pas les mêmes effets sur la santé. Et donc, ce qu'on a mis sur la table des discussions, qu'on va discuter, c'est la possibilité d'avoir un véritable congé de reconversion financé qui permet, à mi-carrière, au bout de 15 ou 20 ans, de pouvoir changer de métier pour un métier moins pénible. Et puis après, il y a comment on fait dans les choses qu'on ne peut pas mesurer au millimètre chaque jour par personne, parce que ça veut dire que ça sera toujours inapplicable, en tout cas dans la grande majorité des emplois des petites entreprises, pour aller au-delà de la reconnaissance des 10% d'incapacité qui permet de partir 2 ans plus tôt. Et encore une fois, il y a des gens qui partent aujourd'hui grâce à ça, grâce au fait qu'on l'a mis dans les ordonnances travail qui sinon ne partiraient pas. Mais aussi, il faut qu'on aille plus loin parce qu'il y a des métiers. Les déménageurs, c'est des tâches répétitives. Donc ça, vous entendez cela. Laurent Escure, bien sûr qu'on entend, mais il faut y aller par métier, pas par statut, par métier. Une dernière question. Vous avez parmi vos auteurs préférés Victor Hugo qui disait « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Est-ce que, pour vous, la lutte aujourd'hui, elle s'achève? Et que dites-vous à vos collègues de la CGT et de Force ouvrière qui veulent continuer le mouvement?
La lutte, elle est quotidienne. Et la lutte, c'est pas forcément les manifestations de rue ou les grèves. Donc vous ne serez pas dans la rue mardi? Même si ça y contribue, et nous, de temps en temps, on appelle et on fait des mobilisations, y compris par la grève, qu'elle soit sectorielle ou plus globale. Là, il y a un temps de dialogue. Mais je voudrais alerter sur ces collègues de syndicats dont vous parlez, qui ont très politisé, beaucoup politisé le mouvement social, repris en cela d'ailleurs par des instrumentalisations de la part de Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la grève générale, applaudi par Marine Le Pen et quelques autres. J'ai même vu récemment qu'Olivier Faure reprenait les éléments de langage et la stratégie de Philippe Martinez. Bon, je sais pas, peut-être qu'il veut gagner en couleur, je suis pas sûr qu'il gagne en surface, mais quand on politise un mouvement social, on prend toutes les chances de le réduire et de le radicaliser. Moi, je suis mobilisé tous les jours par la négociation, par la discussion. Lorsqu'on veut avoir des avancées, il faut les formuler. Oui. Et nous, à l'UNSA, on en a formulé, on est le syndicalisme des solutions. Merci beaucoup, Laurent Escure, merci Muriel Pénicaud, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.